Jean-Charles Vegliante, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien qui fait partie d'une série d'entretiens proposés par l'ambassade d'Italie en France à l'occasion des 700 ans de la mort de Dante Alighieri, une série d'entretiens intitulée Dante Alighieri, itinéraire autour d'un poète. Jean-Charles Vegliante, je rappelle que vous avez enseigné la littérature italienne pendant longtemps à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 à Paris. Et vous êtes également poète, vous avez publié plusieurs recueils de poèmes et vous êtes notamment un traducteur spécialisé dans la traduction poétique. À ce titre, vous avez traduit des classiques comme Pascoli, Leopardi, mais aussi des poètes du XXe siècle, Montale, Raboni et beaucoup d'autres. Et surtout, et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, vous avez traduit intégralement la Divine Comédie de Dante Alighieri, une traduction que vous avez entamée dans les années 90 et qui a donné lieu à une version intégrale qui a été publiée d'abord dans les années 90 et qui aujourd'hui est disponible, a été republiée dans la collection Poésie de Gallimard. Ma première question, Jean-Charles Vegliante, ce sera donc pourquoi et comment vous êtes arrivé à vous lancer dans cette grande entreprise? Quelle était votre relation avec Dante tout au début? Alors, ayant fait des études d'italien, bien sûr, j'ai rencontré Dante à un moment donné, forcément, comme tout le monde, mais surtout, dans les années 90, comme vous l'avez dit, je me suis trouvé, comme je crois tout le monde, chacun d'entre nous, à un moment donné, vers le milieu du chemin de notre vie, n'est-ce pas? Par les dates, simplement. Et donc, même avant, en réalité, même avant les années 90, j'ai publié un petit volume qui s'intitulait Vers l'amont Dante, pour lequel Jacqueline Risset m'avait fait l'amitié d'une préface. C'est un recueil de poèmes, bien sûr, mais avec certaines réécritures à partir de Dante, parce que Dante m'est apparu comme étant vraiment, peut-être pas à l'origine, mais en tout cas à l'amont de la littérature européenne, de la littérature occidentale en général. Et donc c'est une espèce de récupération d'une origine largement imaginaire, mais néanmoins réelle, qui fait que je me suis senti, disons, incité à me colter avec ce travail de lecture profonde qu'est la traduction d'un texte long, poétique, difficile, tel que la Commedia de Dante. Et dès le début, vous avez en tête l'idée de le traduire intégralement ou c'est arrivé peu à peu? Alors c'est arrivé peu à peu, à vrai dire. J'ai d'abord fait quelques épisodes qui me frappaient particulièrement. Ce sont les épisodes que tout le monde connaît, hein. Bien sûr, Paolo et Francesca, Le dernier voyage d'Ulysse, etc. Surtout de l'enfer, puisque c'est ce qui est le plus étudié à l'école et le plus connu souvent parce que, pour diverses raisons, enfin, dont nous pourrons parler ensuite, j'ai beaucoup évolué là-dessus. Je pense maintenant que le sommet de l'œuvre, c'est le paradis, hein, comme Dante le pensait lui-même d'ailleurs. Mais enfin, à l'époque, ça n'était pas le cas. Et donc, j'ai d'abord, comme ça, fait des gammes sur des extraits. Et puis, j'ai mis vraiment très, très longtemps avant de choisir moi-même, par rapport à ce texte fondateur, une voix plus qu'une langue, puisque la langue, pour moi, c'est la langue française actuelle, ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut être ni une récupération archéologique, ni forcément des néologies à tout va. C'est la langue littéraire, entre guillemets, plus ou moins littéraire, française actuelle. Voilà. Donc, cela étant posé, trouver une voix, ça veut dire trouver un rythme, essentiellement. Et ça, j'ai mis énormément de temps avant d'opter pour une certaine formule qui est celle de ma traduction, dont nous pourrons parler plus tard. Mais ça a été vraiment très, très long comme gestation. Et justement, cette longue fréquentation durée des décennies de Dante Alighieri, est-ce qu'elle a changé votre regard sur le poète, sur son œuvre? Est-ce qu'il y a une évolution dans votre
comme ça, votre connaissance, pas seulement de la connaissance, mais votre évaluation, disons, comme ça, de la Divina Commedia. Alors, ce qui a évolué surtout, c'est la prise de conscience de plus en plus assurée du fait que tout se tient. Tout se tient dans la comédie. Ça a l'air banal de dire ça, mais dans le moindre détail, dans la moindre reprise d'un mot, d'une expression, d'un syntagme, dans le moindre écho d'un rythme. L'ensemble du poème est construit comme une galaxie parfaitement ordonnée, avec parfois, bien sûr, des parties qui sont un petit peu laissées à la fantaisie, sinon il n'y aurait pas de vraie poésie, hein, bien entendu, ça n'est pas une construction mathématique, mais c'est une construction de type astral, enfin cosmique. Et donc la principale découverte au cours des lectures, relectures et retraductions éventuelles a été d'aller vers la conscience de cette profonde cohérence et d'essayer, bien entendu, par ricochet, d'avoir une cohérence aussi, dans la mesure de mes moyens à moi, dans l'autre langue et l'autre culture qui est, encore une fois, la française contemporaine. Vous avez déjà fait allusion à la langue de Dante tout à l'heure, aux questions du rythme. Je voudrais vous demander quelles sont, d'après vous, les caractéristiques majeures de cette langue de Dante. Comme chacun sait, Dante ayant été un exilé, une bonne partie de sa vie, il a puisé à toutes les richesses possibles des langues locales de la péninsule italienne, et même au-delà, puisqu'il utilise, par exemple, le latin. Donc, il fallait en français, encore une fois, littéraire d'aujourd'hui, essayer de rendre cette diversité extraordinaire au sein d'une cohérence non moins extraordinaire, alors que l'instrument français, comme nous le savons, est particulièrement centralisé, normé. Donc il fallait jouer sur les petites marges de liberté qui sont laissées. Je donne un exemple tout à fait banal. Parfois, lys, je l'écris L-I-S, et parfois je l'écris L-Y-S. Ça a l'air d'être une coquetterie tout à fait inutile, mais dans un cas, ça correspond à la fleur, et dans l'autre cas, ça correspond au symbole héraldique. Le français n'a pas la possibilité de Giglio Fiordaliso. Il n'a que lys. Et donc, je joue sur cette minuscule marque graphique, il s'agit d'un graphème, c'est tout, entre I et Y. J'essaie d'exploiter toutes les possibilités. Voilà. Bien sûr, il y a aussi parfois quelques petites possibilités d'anciens dialectes français. Par exemple, da, ouida pour ou wish pour oui, puisque Dante donne plusieurs façons de dire si. L'italien a beau être la langue du si, il a plusieurs façons de le dire. Etc. Enfin, on a quand même des possibilités. Par rapport au latin aussi, on ne peut pas, pour un lecteur français contemporain, laisser autant de latin pur que le fait Dante. Et donc là aussi, il y a des petites adaptations qui sont possibles. Enfin voilà, il faut jongler un petit peu pour réussir à évoquer au moins cette diversité dans la cohérence sublime de l'ensemble. Et vous avez fait également allusion au problème rythmique, au problème de retrouver en tout cas le rythme qui est très important dans la comédie. Donc vous avez dit que vous avez fait un choix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel était votre choix? Oui, alors le rythme, on parle beaucoup de rythme aujourd'hui, tout le monde s'intéresse au rythme, c'est très bien. Le rythme, malheureusement, sur une page écrite, ne peut se traduire, entre guillemets, que par le vers, que par les cellules, disons, élémentaires du vers. Ce n'est pas forcément un vers normé, par exemple alexandrin, mais en tout cas, il y a des cellules qui forment le vers, qui forment les mystiches, qui ensuite forment le vers, et qui, elles, peuvent être rythmées. Donc le rythme, évidemment, ne s'exprime que dans le vers.
j'ai donc fait le choix d'une traduction en vers, ça c'est la première chose, qui n'est pas du tout, comment dire, obligée. Il y a une traduction que j'estime beaucoup, qui est celle d'Alexandre Masseron, qui est en prose, ou plus exactement en versets, comme certaines traductions de la Bible, qui est très très bonne. Donc le vers n'est pas une obligation, mais si on veut, disons, être au plus près du rythme de Dante, je pense que la seule expression possible, c'est d'utiliser le vers. Ensuite se pose la question, quel vers, bien entendu. Il se trouve que le vers classique italien, l'endecasillabo, est un vers impair. En français, c'est assez difficile, même si Verlaine conseille d'utiliser l'impair, c'est assez difficile de tenir un rythme long avec de l'impair. Donc, encore une fois, j'ai mis énormément de temps à me décider. J'ai d'abord essayé de faire alterner des décasyllabes, des novénaires, enfin bon, diverses formules plus ou moins hasardeuses, pour finalement me résoudre à traduire en vers de 11 syllabes. Ce vers de 11 syllabes français n'est pas, j'insiste là-dessus, un pur calque de l'endécasyllabo italien, puisque en italien, si on a un vers de 11 syllabes, ça s'appelle un dodécasyllabo. La 11e étant accentuée, c'est un dodécasyllabo. Donc ça n'est pas un calque. C'est une façon de ne pas installer dès le premier vers, parce que l'incipit, le premier vers est fondamental en poésie, de ne pas installer une sorte de paresse mentale qui va aller ou vers l'alexandrin ou vers le décasyllabe. Deux vers pairs, bien sûr, et donc totalement différents du rythme de Dante. Ce vers de 11 syllabes, qu'on trouve parfois chez Rimbaud, par exemple, hein, ça n'est pas totalement une chose bizarre, pour rendre l'enchaînement des tercets de Dante, je l'ai fait alterner, mais de façon régulière et calculée, avec un décasyllabe bien reconnaissable à l'oreille française. Le décasyllabe, c'est le vers primitif du français, avant l'alexandrin, hein. Tous les deux tercets. C'est-à-dire que tous les deux tercets, on enchaîne les tercets par deux décasyllabes. Le dernier vers d'un tercet est un décasyllabe et le premier vers du verset suivant est un décasyllabe, reconnaissable à l'oreille française. Tous les autres sont des vers de 11 syllabes. Voilà. Une fois que j'ai fait ce choix, et j'ai mis très longtemps avant d'y parvenir, d'y arriver, je m'y suis tenu de façon absolument stricte, du début à la fin des 14 233 vers de la comédie. Et dans ce travail, à la fois sur la langue et sur le rythme de Dante, le fait d'être vous-même un poète, d'avoir exercé en tant que poète, ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a donné une sensibilité particulière, peut-être? Oui, certainement, certainement. Je ne peux pas parler de ma propre poésie, ça n'est pas le lieu ni l'occasion, mais les deux choses sont liées. Vers l'amont Dante, c'était une façon de chercher aussi ma voix, VOIX et VOIE, personnelle. Donc, je n'arrive pas à séparer les deux choses. Votre traduction n'est pas accompagnée de notes, ou en tout cas, il y en a très, très, très peu, alors que dans d'autres éditions, dans d'autres traductions de la Divine Comédie, il y a plein de notes, d'explications à la fois sur les allégories, les allusions historiques, les symboles, etc. Vous avez choisi justement de ne pas rajouter des notes. Est-ce que ça veut dire que vous pensez que aujourd'hui, pour les lecteurs d'aujourd'hui, donc celui qui aujourd'hui lit, achète en librairie votre traduction et commence à lire la Divine Comédie, est-ce que ça veut dire qu'il peut s'abandonner au texte sans peut-être tout comprendre en termes d'explications, des références, d'allusions, et donc ça veut dire qu'il peut s'abandonner au plaisir de la lecture? Est-ce qu'on peut lire Dante comme ça aujourd'hui? Ah, j'en suis persuadé, j'en suis persuadé. C'est pour ça que le fait d'être accueilli dans la collection Poésie de Gallimard, pour moi, a été vraiment un couronnement, enfin une grande joie en tout cas. C'est une collection qui ne comporte pas de notes, précisément, hein, une collection de poésie. Cela dit,
nous avons Internet aujourd'hui. Je veux dire, bon, si un mot, un nom, Nessus ou Tétis nous échappe, bon, en un clic, on sait de qui il s'agit. Autrement dit, mettre des notes, il y en a toujours trop ou pas assez, forcément. À mon avis, il n'y en a plutôt pas assez. L'un de mes maîtres, j'ai eu 2 maîtres en matière d'anthologie, Paul Renucci et André Pézard. Chez Pézard, il y a beaucoup de notes dans la Pléiade, hein, qui sont intéressantes en général. Mais dans les traductions auxquelles vous faites allusion, à mon avis, il n'y en a pas assez. Ou il y en a déjà trop parce que ça distrait de la lecture. C'est pour ça que j'ai voulu essayer, c'est une tentative, hein, ça n'est pas à moi d'en juger, une édition sans aucune note. Il n'y en a pas du tout. Pas du tout. Comme dans la collection Poésie ordinaire de chez Gallimard, justement. En revanche, je rappelle quand même que j'ai une introduction à chaque cantica, Enfer, Purgatoire, Paradis, et une grosse postface, avec en particulier, disons, un parcours à travers les personnages, les thématiques, etc. Je pense que pour le reste, le petit avertissement qui est donné en tête de chaque chant, comme dans les éditions classiques italiennes, il y a un petit avertissement au début, plus une glose à l'avertissement lui-même, enfin au chant globalement, disons, doit suffire, je pense, hein, avec, je répète, l'aide de l'a fait Google, Internet, pour les autres problèmes. Ouais, disons qu'en premier lieu, c'est le plaisir de la lecture, le plaisir du texte qui vient, et seulement après, peut-être, s'il y a des doutes, des éléments qui ne sont pas très clairs, qu'on peut ensuite aller les chercher, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de la réception de Dante et de la Divine Comédie en France dans le temps? C'est-à-dire, est-ce que c'était une réception linéaire? Est-ce qu'il y a eu des périodes d'oubli, de redécouverte? Il y a eu une très longue période d'oubli. Le grand poète italien, c'était Pétrarque, hein. Dante a été, entre guillemets, redécouvert par les romantiques. Avant, bon, c'était un auteur qui avait des défauts, qui était certainement connu, mais avec des défauts. Ensuite, pour en venir à l'époque contemporaine, nous avons eu un grand anthologue en France quand même, un seul, si j'ose dire, André Pézard, hein, qui a quand même fait un travail remarquable, qui enseignait au Collège de France. Et ensuite, pour venir encore plus dans le contemporain, l'hyper-contemporain, nous avons eu le célèbre épisode Jacqueline Risset, qui a donné à lire une version simple, cursive de ce texte, qui a beaucoup fait pour, disons, sa popularité. Jacqueline Risset utilise un vers libre, enfin, c'est quasiment de la prose découpée, bon, pour correspondre à peu près au vers italien. Et puis, depuis lors, depuis un peu cette petite révolution, hein, qui a remis Dante au goût du jour, d'éminents spécialistes ont dit enfin on peut lire la Divine Comédie comme un roman, ce qui à mon avis peut aussi être un petit peu bizarre comme idée. Depuis, les traductions se sont multipliées. Je crois que seul en Amérique du Nord, il y a encore plus d'intérêt autour de cette redécouverte de la comédie. Cet intérêt démontre que Dante est perçu comme contemporain, peut-être, comme un auteur qui nous parle encore aujourd'hui. Ce n'est pas seulement de l'archéologie ce qu'on fait, c'est le fait, comme vous le disiez, de proposer cette traduction dans une collection de poésie, ça rend les textes tout à fait contemporains. Vous êtes poète, vous connaissez bien la poésie contemporaine italienne et française. Est-ce que vous croyez que dans la poésie d'aujourd'hui, il y a encore des échos du travail de Dante, de la comédie, etc. Ou non? Ou alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'actualité dans le monde poétique aujourd'hui de Dante Alighieri?
Je pense que, en ce qui concerne les Italiens, il n'y a quasiment aucun auteur contemporain digne de ce nom qui n'est pas nourri de Dante. Enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas. Ceux qui vraiment ont beaucoup utilisé Dante dans leur propre écriture sont des gens comme Sanguinetti, Raboni, Mario Benedetti, pour venir encore plus près de nous. Mais tous, au fond, tous sont pleins de références, comment dire, peut-être la sortie du pur lyrisme un peu pétrarchisant, si je peux me permettre, est très attaché à la lecture de Dante. C'est-à-dire que la poésie de Dante a quand même ça d'extraordinaire, c'est qu'elle est narrative. C'est une formidable, immense narration, parfois plus prenante même que les romans en vers, les grands romans en vers de la tradition italienne, que sont Boiardo, Ariosto et Tasso. Et puis ensuite le Chevalier marin aussi, avec la Daune. Donc cette fusion entre un réalisme narratif long, enfin, prenant, et une poésie sublime, avec des aspects à la fois musicaux, lyriques, enfin, toute la gamme possible et imaginable, c'est ça qui rend Dante un poète complet, si on peut dire, si on peut oser cette expression un petit peu banale, mais, et qui donc le rend intéressant aujourd'hui. Pour ce qui est des Français, je pense que beaucoup aussi sont très intéressés à la lecture de Dante. Enfin, s'il faut donner un exemple, je dirais Yves Bonnefoy, par exemple. D'accord. Et pour conclure cette conversation, est-ce que vous aurez un conseil de lecture pour un lecteur d'aujourd'hui qui n'a pas encore lu toute la Divine Comédie? Est-ce que vous avez un chant, un passage qui vous tient à cœur, que vous aimez particulièrement, que vous voudrez partager avec un lecteur d'aujourd'hui? Moi, je tiens particulièrement, et je pense que l'accès le plus, non pas facile, mais le plus passionnant possible, peut concerner les passages où Dante réalise ce qui est peut-être le rêve de chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'il retrouve dans l'au-delà des gens qu'il a connus, et surtout des gens qu'il a aimés. Donc, plus encore que Paolo et Francesca, dont tout le monde parlait à son époque, quand il rencontre Forese Donati, un ami de jeunesse, quand il rencontre sa sœur, Picarda, Picarda c'est au paradis, Forese c'est au purgatoire, et je redescends en enfer quand il rencontre son maître bien-aimé, Brunet Latin. Je pense que ces trois épisodes sont vraiment à lire en priorité pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout ou presque pas ce chef-d'œuvre. Donc voilà, c'est ce que je conseillerais. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Charles Veillant. Et je rappelle que cet entretien fait partie d'une série proposée par l'ambassade d'Italie en France à l'occasion des 700 ans de la mort de Dante Alighieri, qui a eu lieu le 13 septembre 1321, une série d'entretiens intitulée Dante Alighieri, itinéraire autour d'un poète. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous, Fabio, merci.